Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Et salut à tous, on espère que vous allez bien et puis bienvenue dans ce nouvel épisode pour Cultura. On est aujourd'hui avec Sandrine qui va se présenter dans un instant et on va parler de corps, on va parler de sport aussi. On se réjouit vraiment de pouvoir faire ce moment-là, mais j'ai toujours avec moi Seb. Seb, comment tu vas? Yes, ciao, ça va bien, ça va bien. Ça Je suis va? hyper content d'être avec vous ce matin. Et avec toi, Sandrine, merci beaucoup de prendre du temps avec nous pour discuter. Donc, comme l'a dit avant Yves, on va parler de corps, de sport, etc. Toi, tu as une histoire quand même assez intéressante par rapport à ça. Tu as un passé et un présent dans le milieu sportif. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, c'est ça. Bonjour à chacun. C'est chouette d'être là. Alors, effectivement, moi, j'ai une partie, déjà, peut-être une première carrière dans le sport. Et puis, où j'ai fait du hockey sur glace depuis l'âge de 4 ans. Et puis, je suis arrivée au plus haut niveau en équipe nationale suisse pendant 7 ans. J'ai fait des championnats du monde, les Jeux Olympiques en 2006 à Turin. Donc, ça date. Wow. Donc, voilà, je suis une retraitée aujourd'hui de sport. Mais je continue quand même à évoluer dans le milieu du sport. J'entraîne notamment en hockey sur glace, les adultes, les enfants. Et puis, je me suis reconvertie dans ma carrière professionnelle parce que j'ai toujours été dans la finance jusqu'à il y a 3-4 ans. Et puis maintenant, je suis aumônière pour les sportifs. Wow. Et j'ai aussi un autre travail où là, je fais des sessions de sport pour des personnes qui ont des problèmes psychiques. Ok. Et dans ce travail-là, j'utilise le sport plus comme outil pour permettre à des gens de développer certaines capacités, certaines ressources, de travailler certaines choses avec eux, avec le sport. Ouais, excellent. C'est fascinant. Moi, il y a déjà 1000 questions dans ma tête juste avec cette introduction. Je suis là, waouh! Donc, on a dit qu'on allait faire 6 heures de conversation, c'est ça? Non, j'ai une première question. Quand tu dis j'ai commencé à 4 ans, c'était en équipe à 4 ans? C'était la première fois que tu as mis les patins? Enfin, moi, j'ai des enfants qui ont cet âge-là maintenant. J'essaie de comprendre, ça veut dire quoi que tu as commencé à 4 ans? Ouais, alors je sais pas, je pourrais dire c'est un peu comme les cornflakes, là, c'était un peu une erreur. Le gars qui a oublié le cornflakes dans le four, là. Et puis que ça a donné quelque chose. Moi, en fait, mon frère, il faisait du hockey sur glace. Et puis, mes parents, ils me mettaient sur la glace avant son entraînement parce que j'adorais aller sur la glace. Wow. Et puis, un entraîneur canadien m'a vu patiner et il a proposé à mes parents de faire du hockey sur glace. C'était l'époque où les filles n'avaient pas le droit de faire du hockey sur glace. Et c'était même interdit pour les filles de faire du hockey sur glace. Sérieux? En Suisse? En Suisse, et particulièrement en Suisse romande, on a toujours été encore plus rétrograde que la Suisse alémanique. J'avais aucune idée. Donc, pendant un temps, le hockey sur glace était interdit aux filles. Tout à fait. Et c'était quand? Alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est grâce à cet entraîneur canadien, parce qu'au Canada, c'est un sport national. Le hockey sur glace, c'est vraiment pour tout le monde. Puis tout le monde joue depuis petit, les filles, les garçons. Donc, pour lui, il n'y avait aucun souci. Donc, il m'a proposé de faire un entraînement. Puis, pas de bol pour mes parents parce que j'ai tout de suite adoré ça. Donc, je suis rentrée sur la glace. C'est ça que je veux faire. Donc, mes parents, ils se sont dit, c'est une fille, ça va pas lui plaire. Pas de bol. Mais après, du coup, j'ai pu intégrer... donc, j'ai fait 2 ans d'école de hockey. C'est ce qu'on appelle l'école de hockey. Donc là, on fait des entraînements, puis on fait des petits tournois. Puis après, j'ai intégré une équipe. Donc, j'ai intégré une équipe de garçons à l'âge de 6-7 ans, comme ça. Okay. Et puis, du coup, cet entraîneur canadien, il est reparti au Canada. Et puis moi, je suis restée, et les filles qui venaient après, qui me voyaient sur la glace, qui disaient « Moi aussi, je veux faire du hockey », ils leur disaient « Non, c'est interdit. Les filles ne peuvent pas faire de hockey. » Et moi, j'étais déjà dedans, on me connaissait, j'étais dans l'équipe, puis voilà. Et c'est puis le truc de l'erreur du cornflakes. Bon, oui, mais elle, c'est différent. Ouais. Et j'ai quand même toujours dû montrer que j'avais ma place parce que j'étais sur un siège éjectable. Donc, dès qu'on est moins forte, on va vite nous faire comprendre qu'on n'a pas notre place ici et qu'on prend la place d'un garçon, justement. Donc, ça a été difficile. Bon, oui, mais elle, c'est différent. Ouais. Et j'ai quand même toujours dû montrer que j'avais ma place parce que j'étais sur un siège éjectable. Donc, dès qu'on est moins forte, on va vite nous faire comprendre qu'on n'a pas notre place ici et qu'on prend la place d'un garçon, justement. Donc, ça a été difficile. Mais du coup, à quel moment
il y a eu le hockey féminin, du coup, hockey sur glace féminin en Suisse. À quel moment il y a eu les équipes? Parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition, il y a... Alors, c'est une bonne question. Je ne connais pas l'histoire de mon sport, mais... Non, mais je me dis, tu vois, c'était la fille dans l'équipe et tout ça, il n'y avait pas le droit. Et aujourd'hui, enfin... Mais il y a une grande progression parce qu'il y a eu des équipes depuis longtemps. Le seul problème, c'est que les équipes elles étaient formées de filles qui commençaient très tard, du coup. Elles ne pouvaient pas commencer petites, donc elles commençaient vers 16, 17 ans, 18 ans. Et puis le sport, le hockey sur glace, c'est tellement technique que ça prend vraiment énormément de temps pour apprendre. Donc il y a toujours eu ces remarques très agréables, des gens assez nuls, hockey sur glace féminin, elles ne savent pas patiner, elles ne savent pas jouer. Mais il faut juste comprendre qu'elles n'ont pas eu la formation comme les garçons. Et maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Et encore, il y a encore du chemin à faire. On n'est pas encore vraiment à pouvoir être vraiment à la parité, se dire on est vraiment bien accepté dans le hockey sur glace depuis petite. On se bat pour ça. Justement, je donne des entraînements pour les petites parce qu'elles sont souvent encore seules dans leur équipe de garçons. Elles arrêtent très vite. Ou elles se sont vite découragées ou on les décourage assez vite. Donc, on fait des entraînements pour elles ensemble pour qu'elles voient qu'elles ne sont pas seules à jouer. Puis elles retrouvent la motivation. Donc, ce n'est pas encore gagné. Mais on voit quand même la différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, où en Suisse alémanique, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus progressiste à ce niveau-là. Et puis, ça donne maintenant des équipes nationales qui sont bien, des personnes aussi, des spectateurs qui commencent à regarder ce sport, à dire « Ah ouais, c'est intéressant, il y a de la bonne technique. » Donc, ça commence... Il y a une grande progression comme pour le foot féminin. Donc, ces dernières années, il y a une énorme progression due justement au fait que les filles pouvaient commencer plutôt à s'entraîner, avoir des meilleurs entraîneurs aussitôt. Hyper bien. Mais du coup, moi, ça m'intéresse de comment ça fonctionnait après, plus tard, quand toi, t'as dit que tu étais sportive professionnelle pendant plusieurs années, pendant 7 ans, c'est ça? Non, j'étais jamais professionnelle. Ok. Non, justement. Donc, alors explique-nous l'ambiguïté par rapport à ça. Donc j'étais élite, ce qu'on dit au top de ma catégorie, donc en équipe nationale, au niveau international, justement, championnat du monde, Jeux olympiques. Donc c'est le plus haut niveau de ton sport, donc c'est niveau élite. Par contre, on fait la distinction entre sportif pro et sportif amateur. Donc, pro, c'est que tu es payé pour faire ton sport, c'est ton métier en fait. Sportif amateur, tu dois travailler à côté. Alors en Suisse, il y a très peu de sportifs pro. Il y a beaucoup de sportifs élites, mais très peu de sportifs pro parce qu'on n'est pas dans une culture qui favorise ça vraiment. Et bon, le hockey féminin, c'est vraiment pas dans les sports où on peut gagner de l'argent. C'est dingue. Donc, encore aujourd'hui, à ce que je sache, les filles suisses ne sont pas payées. Moi, j'avais fait le basket, puis maintenant, ça a aussi un petit peu évolué. Je dirais, le sport, lentement, évolue en Suisse, mais voilà. Mais à mon époque, même au basket, la plupart des Suisses, on avait créé cette catégorie, on était des semi-professionnels. Donc, on recevait un petit quelque chose, un peu de l'aide, voilà, des choses, mais ça ne suffisait pas pour vraiment en parler comme ton métier. Donc, on avait tous un autre travail à côté, à temps partiel ou autre. C'est ouf, parce que tu vois, pour moi qui ne suis pas du tout quelqu'un du monde du sport, enfin, mon parcours sportif se résume à environ 2 ans où j'ai essayé de faire du basket parce que je suis grand. Ça partait d'une bonne intention. Voilà, exactement. Puis au bout de 2 ans, j'avais peut-être joué un total de 20 minutes sur les différents matchs. Et puis, vu que j'étais grand, je n'étais pas du tout coordonné avec mon corps. Enfin, c'était hyper chaud et du coup, j'ai arrêté. Mais bon, aucun regret. Mais du coup, je suis là, mais waouh, c'est fou comme... en soi, tu as été au JO, mais en fait, tu n'as jamais été vraiment reconnu, si on veut, juste d'un point de vue J'ai jamais gagné d'argent avec un sport. Au contraire, j'en ai dépensé plus que j'en ai gagné. C'est incroyable. Parce que jouer à un niveau élite, ça a des coûts, hein, pas seulement au niveau du temps et puis des sacrifices qu'on va faire, mais aussi au niveau financier, simplement. Ça a vraiment des coûts. Et ça, c'était l'introduction. On a plein de choses qu'on a envie de parler avec toi, Sandrine. Merci d'être là. Du coup, Sandrine, donc toute une carrière sportive, on a entendu, un niveau élite, avec des compétitions internationales, des compétitions de niveau vraiment mondial. Et puis, dans un deuxième temps, donc aussi l'aumônerie sportive, et puis aussi cet accompagnement au travers du sport pour aider des gens, et aussi du coaching. Et ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui.
C'est ça. Trop bien. Ouais, trop bien. Bah, justement, en parlant de coaching, de relations finalement entre nos activités et puis vraiment ce qu'on fait, moi, je trouvais intéressant de discuter avec toi ces questions de notre relation au corps et dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que d'une part, on voit le corps vraiment comme un objet de performance. Donc, d'une part de concentration, que ce soit dans notre travail, mais aussi juste physique, où voilà, on a envie de plaire, ou bien sexuellement, on a envie d'être hyper performant, etc. Donc, il y a un peu cette partie où on voit vraiment le corps comme une performance, et puis en même temps, on est sûrement, peut-être encore plus en Suisse, une société tellement sédentaire, où on bouge très peu. Enfin, l'énorme majorité de nos métiers en Suisse, c'est des services où on est plus assis derrière un bureau qu'autre chose. Et puis, en même temps, on mange plus ou moins n'importe comment. On consomme tellement de choses qui sont en fait pas vraiment cohérentes avec en même temps ce que de la performance. Et du coup, moi, je me demandais comment est-ce que tu définirais un peu la culture du corps qu'on a de notre société aujourd'hui? Bon, alors, je pense que ça dépend vraiment d'où on se positionne. Là, tu as dressé un tableau que moi, je ne reconnais pas forcément depuis ma position, parce que c'est clair que moi, j'évolue dans le milieu du sport. Les personnes que je vois ou que je côtoie, c'est des personnes qui vont vraiment prendre soin de leur corps ou mettre beaucoup d'attention sur leur corps, voire trop, voire beaucoup trop. Dans les statistiques aussi, au niveau peut-être européen, le sport, la Suisse se situe assez bien au niveau de bouger, justement. On fait partie des pays où il y a le plus de personnes vraiment qui bougent en dehors du travail ou comme ça. Moi, c'est un peu la perspective que j'ai. Après, c'est vrai que ça dépend un peu des endroits, et puis c'est en train de se perdre peut-être. Il y a aussi la situation actuelle sanitaire n'aide pas vraiment à ce qu'on bouge, donc on est toujours à risque de rebaisser. Moi, disons, ma perspective par rapport au corps, à la culture du corps, c'est de plus en plus cette compréhension de notion d'équilibre. Et ça rejoint vraiment la définition de la santé de l'OMS, qui parle d'un bien-être à tous les niveaux, au niveau physique, psychique et social. Et ça, on oublie souvent. C'est-à-dire que les personnes que je vois qui sont à fond dans le sport, ils négligent peut-être le côté social ou le côté psychique. Les personnes qui sont pas du tout sportives et puis qui sont à plutôt jouent pas de sport, elles seront plutôt à privilégier le côté social ou le côté des interactions sociales, et puis ils négligent complètement le côté physique. Or, pour moi, la santé, c'est ça, c'est vraiment cet équilibre entre tous ces domaines-là. Et c'est là l'enjeu, et c'est là la difficulté de trouver le bon équilibre, surtout dans une société où j'ai l'impression qu'on va toujours plus dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et on a plutôt de la peine à revenir à quelque chose d'équilibré. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis. Le mot de l'équilibre, c'est un de mes mots préférés. Et je vois aussi cette tension, tu le disais, dans la société où on va toujours dans les extrêmes. Et puis, c'est comme si, après avoir été dans un extrême un certain temps, pour essayer de contrebalancer, on va dans l'autre extrême, en fait. Et puis, c'est vrai que je te rejoins, si je pense aux gens que je côtoie, on a souvent soit des gens qui sont méga concentrés sur leur corps, qu'est-ce que je mange, comment je dors, comment ça se passe, mon activité physique, tout ça, ou bien d'autres personnes qui ont presque oublié. J'ai des gens des fois qui me disent « Ah ouais, non, j'ai pas à manger », puis là, tu jeûnes, non, j'avais pas le temps, j'étais dans le travail, et puis le sommeil, et ensuite bouger encore plus. Donc, je trouve intéressant de voir ça, puis je me demande à quel point c'est pas aussi un héritage de Descartes, René Descartes, qui fait cette distinction entre le corps, la matière, et puis la pensée, Je pense donc je suis, puis ensuite, mais j'ai quand même aussi, il y a l'ergo sum aussi, il y a aussi l'être qui est en fait la matière, et je me dis, peut-être on a trop distingué ces deux choses, et on a oublié justement que l'équilibre, il y a une interaction entre ces deux choses, et c'est pas soit je suis tout dans ma tête, tout dans mes relations sociales, ou alors tout dans mon corps, et je suis curieux de voir avec toi un peu comment est-ce qu'on peut un peu ramener ça sur le devant, cet équilibre justement. Complètement, mais... Justement, moi, ça me fait penser, il y a quelques années, j'étais passé par un moment très difficile de dépression, enfin limite burn-out et tout ça. Et en fait, dans le cadre de ma psychothérapie, la psy, elle était vraiment là en mode, mais en fait, fais attention juste peut-être à ce que tu manges, commence peut-être à faire du sport, et aussi genre juste la méditation le matin, un quart d'heure où tu penses juste à ta respiration. Et ces choses qui, quand on me les disait sur le moment,
mais c'est tellement bête, genre, je vais pas aller mieux avec ça, genre, le monde a un problème, tu vois, genre... Genre sortir, quoi. Genre... Non, mais c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai commencé, et ça m'a fait un bien fou, et jamais, je suis moins anxieux, j'ai plus confiance en moi, j'arrive juste mieux à me concentrer aussi durant ma journée, etc. Et moi, ça m'intéressait de savoir aussi, ben, toi, tu as dit, tu travailles avec le sport comme outil de rééducation aussi, et puis pour des personnes qui en ont besoin. Et qu'est-ce que tu constates en fait à travers ces outils sportifs? Bah, c'est exactement ça. Et puis mon métier, bah, finalement, il existe effectivement pour ce que tu viens de décrire. C'est ces relations dont tu parlais aussi, Yves, les liens entre les trois choses. Moi, je parle de corps, âme, esprit. Donc ces trois dimensions interagissent complètement en fait. Et c'est vrai qu'on a souvent vu, observé, en tout cas en psychiatrie, là, dans le domaine où je travaille, le somatopsychique, ce qu'on dit, donc les problèmes somatopsychiques. Pardon, psychosomatiques, les problèmes psychosomatiques. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Voilà, ça va aussi dans l'autre sens, c'est ça que je voulais arriver. Donc, psychosomatique, donc une maladie se développe à partir de nos pensées, à partir de difficultés qu'on a psychiques, par exemple, typiquement la dépression. Donc, j'ai des idées noires, j'ai des pensées négatives, et puis ça se développe en une maladie physique, avec tous les problèmes que la dépression peut amener aussi physiquement. Donc ça c'est quelque chose qui était bien observé et bien admis. Et puis de plus en plus maintenant, il y a aussi cette pensée inverse qui est réelle aussi. Donc c'est cette réalité somatopsychique. Donc le fait que justement de mon corps peut aussi impacter mes pensées. Donc une activité physique va me permettre de clarifier mes pensées, va me permettre d'avoir un bien-être, peut-être avoir une meilleure estime de moi-même. Et puis, moi, c'est ce que je remarque aussi, ce que tu as expérimenté en respirant, en faisant des exercices de respiration, ou en allant marcher, et puis comment ça a pu t'aider aussi dans la clarté de tes pensées. Moi, je l'expérimente aussi quasiment quotidiennement, ou chaque semaine en tout cas, où je vois que je fonctionne mieux dans ma tête, en tout cas quand je suis en mouvement. Mes pensées se clarifient quand je suis en mouvement. Ouais, c'est ouf. Moi, ouais, non, vas-y. En fait, j'ai aussi un suivi avec une personne qui veille sur moi, qui prend soin de moi. C'est une personne en relation d'aide, puis c'est un mentor aussi dans ma vie. Et souvent, quand on se parle, il me demande comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu dors, et combien de temps tu fais d'efforts, en fait, de mouvements par jour. Juste pour savoir, est-ce que ça va bien. Puis en fait, il me dit, c'est souvent là aussi où tu vas voir des éléments qui vont te déclencher. Et il me dit, avant même de vraiment le savoir ou pas, souvent tu vas commencer par avoir des nuits agitées, tu vas avoir de la peine à t'endormir le soir, ou bien de la peine à te réveiller le matin, ou bien des réveils incessants, ou des choses comme ça, ou alors t'as plus le goût de manger. Tu prépares des repas entre amis, mais en fait tu sais pas. Puis il dit, souvent ton corps est en train de te dire en fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais à cause en particulier dans mon métier aussi, où je pense tout le temps, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'accompagnement, j'ai pas forcément le temps de débriefer avec moi-même sur mes pensées, sur où j'en suis. Il dit, veille à qu'est-ce que ton corps est en train de te dire. Je trouve que ça va vraiment dans ce que vous dites là. Ouais, à fond. C'est fascinant. À fond, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, ça montre qu'en tant qu'être humain, on est obligé d'avoir une vision, si on veut, holistique, qui comprend toutes les dimensions de notre vie. Et puis, pour moi, vu que ça comprend toutes les dimensions de notre vie, ça comprend aussi le sens. Et puis, quel sens est-ce que mon corps a dans mon quotidien, dans mon métier, puis dans ma quête de sens de manière générale, du coup, si on veut, vraiment spirituel. Et dans ce sens-là, en tant que chrétien, des fois, j'ai l'impression dans l'histoire chrétienne, il y a eu un peu plusieurs phases de relation au corps. Enfin, moi, je pense simplement à Paul dans le Nouveau Testament, où il parle d'entraîner son corps, et puis plus tard, les pères du désert aussi, qui exerçaient l'ascétisme, donc un peu ces disciplines, ces règles de vie, de finalement soumettre notre corps comme l'a fait plus ou moins Jésus dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 4. Et vraiment, tous ces exercices en lien avec le corps étaient hyper intéressants. On parle aussi de Saint Augustin, qui parle du corps comme la terre animée, un peu comme référence à la Genèse. Et
moi, j'ai envie de te poser la question, vu que tu es aumônière sportive, quelle relation est-ce que notre foi elle a vis-à-vis de notre corps? Et peut-être aujourd'hui aussi, historiquement, on a presque perdu ça, j'ai l'impression, dans la culture évangélique, on va dire, un peu, on a spiritualisé à fond la foi chrétienne, etc. Puis c'était genre, en fait, j'ai aussi besoin de mon corps, genre. Si je veux me sentir bien avec mes amis, avec ma famille, etc., il faut que je fasse attention à mon corps. Enfin bref. Mais du coup, quelle relation est-ce que notre foi est là vis-à-vis de notre corps? Dans ma lecture, dans ma compréhension, je vois, on est créé à l'image de Dieu. C'est la base. Et puis, si on voit Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, qui est ces trois dimensions qui agissent, qui interagissent constamment les unes avec les autres. Et puis, si je suis créée à l'image de Dieu, je retrouve moi-même, en tout cas, ces trois dimensions dans ma personne, dans mon être, qui sont le corps, l'âme et l'esprit, et les trois interagissent aussi constamment. Et c'est vrai que malheureusement, peut-être au fil des années, selon les différents temps, après je ne connais pas toute l'histoire aussi du christianisme, mais il y a eu une partie, dans une partie de l'histoire du christianisme où la chair était attribuée à la notion de péché. Le corps était péché. Et c'est quelque chose qu'on a pris avec dans nos bagages. Et moi, je rencontre énormément de personnes de mon âge, disons dans la 30, quarantaine, qui sont des croyants qui ont dû arrêter le sport, en fait. Parce que leur pasteur ou leur famille disait faut pas aller dans le sport, c'est mauvais, ça va te sortir de l'église, ça va te sortir de la foi, et puis c'est plus important d'aller dans les réunions chrétiennes que d'aller faire du sport à l'entraînement. Ce sera mieux pour toi. Et c'est des personnes qui vivent avec beaucoup de rancœur, puis après avec aussi peut-être une image faussée de Dieu qui les empêche d'être qui ils sont ou de vivre les passions qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Moi, j'aime beaucoup, et ça rejoint aussi ce que tu disais, Seb, par rapport à toutes ces notions qu'il y a dans la Bible sur l'importance du corps aussi. Et puis, moi, j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Jean qui dit à son ami Gaius, dans une des lettres, dans sa lettre, il dit j'espère, mon ami, que tu sois en aussi bonne forme. Quand je te retrouve, j'espère que tu seras en aussi bonne forme physique que tu l'es spirituellement. Et moi, ça m'a toujours interpellée, ce verset, parce que si l'apôtre devait le dire à moi, il devrait dire l'inverse, en fait. Il devrait dire, j'espère que tu as une aussi bonne forme spirituelle que tu l'es physiquement, parce que je sais que mon physique, je l'entretiens, j'ai les entraînements, je suis dans le milieu du sport, donc je sais que je suis en bonne forme physique, mais spirituellement, des fois, je sais pas trop, quoi. Et alors, c'est quelque chose, dans mon rôle d'aumônière, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent aux athlètes. Tu es en bonne forme physique, mais qu'en est-il de ton esprit? Qu'en est-il de ton psychisme? Est-ce que tu es en aussi bonne forme mentale et spirituelle que tu l'es physiquement? Et aux chrétiens, je dis l'inverse, du coup. souvent, je dis, tu es en bonne forme spirituelle, mais qu'en est-il de ton physique? Ou de ton psychisme. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette, ce verset, parce qu'il permet d'aborder chacun en disant, tu vois, t'en es où dans ton équilibre, en fait? Moi, je trouve intéressant, si on arrive sur la perception aussi chrétienne des choses, en fait, au cœur du christianisme, il y a cette idée de Jésus qui est venu, et en fait, le terme qu'on utilise théologique, c'est il s'est incarné. Il n'a pas eu peur de prendre la forme d'un corps, et moi, je trouve que au cœur de notre théologie, il devrait y avoir cette notion d'incarnation, en fait, cette notion d'être pleinement dans notre corps, en fait. Et c'est une part entière de ce que Dieu a fait de nous. On fait partie, on est l'image de Dieu au travers du fait qu'on a un corps aussi. Et ça a été, c'est dit dans la Genèse, au début de la création, que Dieu nous a fait à son image. Donc, c'était important pour lui qu'on ait un corps, mais c'est comme confirmé par Jésus qui vient dans un corps. C'est littéralement Dieu qui vient et qui n'a pas peur d'être dans un corps. Et en fait, c'est intéressant dans les visions du monde parce qu'il y a peu de religions, on va dire, qui donnent une telle place au corps, en fait. Au point où Dieu n'a pas peur lui-même de prendre un corps. Souvent, le corps, justement, est vu comme quelque chose de moins bien, de moins élevé. Tu vois, la spiritualité, c'est surélevé, le corps, c'est pas. Mais c'est pas le cas dans le christianisme au niveau de la théologie, j'entends. Et c'est intéressant ce que tu disais parce que je pense qu'il y a eu des mauvaises lectures dans l'histoire sur des versets qui existent par rapport à la chair.
Et la chair, c'est pas seulement le corps. Il y a une réalité beaucoup plus dense, théologiquement parlant, de ce que c'est que la chair, puis de ce que ça signifie que la chair. Pour moi, la chair fait beaucoup plus écho à la fracture qui s'est passée dans le cœur d'Adam dans la Genèse. C'est-à-dire que au tout début, dans le récit de la création, il y a cette idée que l'homme a péché, et puis qui s'est révolté, rebellé contre Dieu, et puis qui explique beaucoup des mots, si pas tous les mots qu'on vit. Et en fait, c'est cette nature-là, la chair, dans la Bible. Mais ce n'est pas le corps en tant que tel. Et il y a un livre, on le mettra dans les notes du podcast, mais il y a un livre que je vais étudier, que j'ai commencé à lire, qui s'appelle Love Thy Body. Et tu aimeras ton corps, en fait. Okay. Et c'est vraiment une apologète chrétienne qui fait justement la défense du fait que, mais en fait, le christianisme est la vision du monde qui donne le plus d'impact, de valeur et d'importance au corps, bien à l'opposé de ce qu'on pourrait penser, en fait. Et que ça va même sur des questions aujourd'hui de société qu'on a de la peine à comprendre ou quoi. Puis pourquoi les chrétiens ont cette vision? Mais c'est parce qu'au fond, il y a vraiment cette valeur. Et je crois que c'est important qu'on le réalise, qu'on le dise. Il y a de la place. C'est important, comme tu disais, l'être spirituel. Tout à fait, oui. Travaille sur ça. Où est-ce que tu en es? Comment ça va? Mais l'être, ton corps aussi, en fait. Ça fait partie de qui tu es. Tu ne peux pas négliger. À quelque part, on pourrait aller jusqu'à dire si tu négliges ton corps, qui est aussi appelé dans la Bible le temple du Saint-Esprit, à quelque part, tu ne fais pas honneur à Dieu. Donc, c'est tellement important, je trouve, de voir ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi la notion du souffle qui est hyper importante. Enfin, clairement, dans la Bible, on parle dès le début aussi, là aussi, dès la Genèse, du souffle de Dieu sur les eaux, etc. Et ensuite, le souffle de Dieu qui anime les corps des humains. Et exactement, et plusieurs fois après, même dans le Nouveau Testament, il y a des références au souffle, etc. Et je crois, j'avais lu même Yahweh, donc le Dieu, si on veut, hébraïque, c'est cette notion de respiration, d'inspiration et d'expiration, qui est au sein même de la construction du mot Yahweh. Et du coup, il y a vraiment cette notion du souffle qui est hyper importante, et notre corps, très clairement, ne fonctionne pas très longtemps sans le souffle, juste physiquement, mais c'est aussi quelque chose de tellement important dans tellement de philosophies, de cultures. Enfin, je pense aussi aux méditations peut-être plus asiatiques, etc., où là, le souffle, il a aussi une importance incroyable. Et aujourd'hui, on a presque oublié la notion du souffle et de la respiration un peu. Moi, ça m'intéresserait de savoir, genre, juste, en fait, comment les gens respirent aujourd'hui dans notre culture occidentale. Est-ce que c'est court, saccadé, ou est-ce que c'est profond et puis genre ça remplit toutes nos cellules? Je sais pas. C'est des bonnes questions. Moi, je te poserai la question comme ça, Sandrine, pour terminer peut-être sur ce sujet. Du coup, est-ce que tu es d'accord de dire... Non, j'ai posé la question différemment. Est-ce que des pratiques physiques peuvent du coup être appelées ou considérées des pratiques spirituelles? Pour moi, totalement, mais complètement. Mais ça rejoint vraiment tout ce que vous avez dit, notamment au niveau du souffle. Même quand tu en parles, tu es en mouvement, en fait. Pour moi, on ne peut pas dissocier tout ça, en fait. Le souffle, c'est le mouvement. Dieu, c'est le mouvement. Et puis, ça rejoint aussi ce que tu disais avec Jésus incarné, la foi mise en action, en fait. On ne peut pas simplement penser et rester dans les pensées. À un moment donné, il faut que ça puisse se mettre en action, et ça se met en action comment? Par notre corps. Et soyez mes mains. Tout est lié, en fait. Donc forcément, la foi en action par le corps, on se met en mouvement, on est en mouvement. Et moi, personnellement, je suis un Dieu en mouvement. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je pense, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont chrétiens, quand quelqu'un ne va pas bien, tu peux toujours lui conseiller de prier, tu peux prier avec lui, tu peux prier pour lui, c'est bon. Mais tu peux aussi lui demander, du coup, comment toi tu vas en fait, comment est-ce que tu manges, est-ce qu'on irait faire une balade, et puis c'est pas être moins spirituel. Exactement. C'est bon. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais shifter un tout petit peu, puis parler peut-être plus largement, non pas de notre relation au corps, mais plutôt de la culture du sport aujourd'hui. Et en fait, je trouve, Sandrine, tu as une place vraiment privilégiée pour voir la vie du sport, la vie des sportifs aussi, la réalité, on pourrait dire un petit peu comment ils disent en anglais, behind the scene, ce qui se passe derrière, un peu, les coulisses, en français on dit souvent, les coulisses un petit peu de ces grandes manifestations. Puis aujourd'hui, on est tous conscients que les manifestations, elles ont une place énorme dans la culture.
On est conscient, aux États-Unis, je crois que les trucs les plus visionnés, c'est le Super Bowl, c'est toutes les Major League, donc, que ce soit baseball, basket, hockey, football américain, c'est des millions et des millions et des milliards de dollars qui sont brassés là autour, des gens qui se rassemblent, mais c'est pas que aux États-Unis. Il y a quelques temps, il y a eu l'Euro, et quand la Suisse a battu la France, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. C'était la folie. Mais c'était fou de voir. Alors déjà, quand il y a l'Euro, quand il y a la Coupe du Monde, tu vois un petit peu ces terrasses, ils mettent leurs écrans, qu'on puisse tous regarder. Enfin, mais voilà, ça nous touche aussi, nous. C'est pas qu'un truc d'Amerloc. Hein. Mais du coup, comment toi, tu expliques cette fascination pour les compétitions sportives? Comment est-ce que tu comprends que... Parce que finalement... jouer à ce niveau-là, pratiquer son sport à un niveau élite, indépendamment des finances, c'est pas donné pour tout le monde. Mais il semblerait que quasiment tout le monde s'intéresse à ça. Comment est-ce que toi, tu arrives à expliquer ça? Alors, c'est une question difficile pour moi de répondre parce que j'ai jamais vraiment compris. Ça reste un grand mystère pour moi, en fait. Parce que j'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours aimé pratiquer du sport. Par contre, je suis pas une grande spectatrice, du coup. Je suis pas quelqu'un qui va regarder beaucoup le sport. Et donc, ça m'a toujours fasciné, effectivement, ce côté... on a gagné, mais ils ont perdu. Quand on perd, c'est ils ont perdu. Quand on gagne, c'est on a gagné. Alors que je n'étais pas sur le terrain. Mais c'est vrai que j'ai pu participer aux Jeux Olympiques, par exemple, en tant que participante, en étant sur la glace, justement. J'ai pu aussi participer aux Jeux Olympiques de l'autre côté, en travaillant avec le CIO, et j'ai pu aussi participer aux Paralympiques en tant qu'aumônière. Donc j'ai pu avoir ces visions de voir un peu qu'est-ce qui se passe en dehors. Moi, j'avais toujours d'abord la vision en tant qu'athlète, et j'ai pu voir justement l'engouement, tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable. Je pense qu'il doit y avoir des notions comme cette notion d'appartenance, en fait. Et je pense que c'est très rare de trouver des endroits, des domaines, disons, qui peuvent nous réunir, qui peuvent nous rassembler, et puis dans lequel on peut appartenir à quelque chose. Et le sport, ça donne ce sentiment-là. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens veulent aussi s'identifier, appartenir à quelque chose, appartenir à un groupe, et pouvoir avoir ce sentiment de communauté, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, justement, par rapport au fameux match sur la Suisse et la France, moi, ça m'avait marqué, comme tu dis, ce sentiment d'appartenance où c'est comme on a besoin de s'identifier à un drapeau, pour le coup. Et au-delà du sportif, c'est vraiment... il y a une notion de fierté nationale, et j'ai l'impression que c'est plus ou moins le seul endroit où on peut se retrouver, on va dire, ensemble derrière quelque chose en tant que pays. Genre, quand même, l'Europe a, pour sa majorité de son histoire, vécu en guerre, plus ou moins, tous les 10-20 ans. Et là aussi, on était derrière son pays, mais différemment. Heureusement, c'est plus le cas. Mais du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu genre la passion, vraiment, de l'identification sur le terrain. Et je trouve ça hyper intéressant, vraiment. Une des choses aussi, quand je reviens un petit peu à la naissance de ces grands, je pense au JO par exemple, il y avait vraiment cette notion aussi les Anglais appellent entertainment. C'est à un moment donné, voilà, les gens vont dans l'arène, ils vont se battre, ils vont machin, puis nous on peut alors soutenir l'un ou l'autre, souvent par rapport à notre appartenance. Il est de chez nous, il est de notre village, on est pour lui, mais à quelque part il prend les coups à notre place, il souffre à notre place, il risque sa vie. À l'époque c'était littéralement ça, il va mourir, puis nous ça nous amuse un petit peu. Puis des fois j'ai un peu cette impression, alors aujourd'hui il y a plus forcément, c'est plus toujours des questions de vie ou de mort. Il y a certains sports où physiquement, ils en prennent quand même clairement beaucoup trop. Je pense au football américain, par exemple. Il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que, les gars, c'est pas bon en fait de jouer longtemps à ce sport, quoi, pour ton corps. Ouais. Mais j'ai un petit peu cette impression qu'il y a cette dimension où moi, je vais m'asseoir et vous allez m'amuser un petit peu. Vous allez m'entretenir, entertain. J'arrive pas à trouver le meilleur mot. Me divertir, merci, c'est ça. Vous allez me divertir, vous allez machin. Moi, je vais vibrer avec vous. J'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de tout ça. Et je trouve des fois
alors je l'ai dit rapidement avant, j'ai aussi été, alors pas au même niveau que toi, mais j'ai aussi été sur celui qui joue. Puis des fois, je me dis, mais en fait, on comprend pas ce que ça veut dire pour la personne qui est en bas, en fait. Pour la personne qui est sur le terrain, les sacrifices que ça signifie. Enfin, est-ce que tu peux nous parler, tu disais justement, tu as eu ces différents... Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un sportif, en fait, qui est justement un jour la gloire et le jour d'après la risée. Et si on reprend alors l'Euro, c'était vraiment ça. Ah, mais s'ils jouent comme ça, je sais plus si c'était le premier match ou quoi, on va jamais rien gagner, ils sont nuls, il faut qu'ils se reprennent, ils sont pas capables, et d'un coup ils battent la France, ça y est, c'est nos héros. Vous êtes les super-héros, vous allez aller jusqu'au bout, on n'a jamais été aussi fiers de vous. Enfin, qu'est-ce qui se passe du côté du sportif, peut-être? Bah, c'est intéressant, vraiment, ce que tu dis, parce que tu parles de... Ben, ce dont tu parles, c'est un peu du pain et des jeux. Dans l'Empire romain, c'était ça. On va leur donner un peu de jeu de cirque, et puis le peuple sera content. Et ça, c'est tout le côté négatif. Après, il y a aussi vraiment ce côté positif, où il y a des bonnes valeurs. Tu parlais des Jeux Olympiques créés pour divertir, mais il y a aussi toute cette notion des Jeux Olympiques où il y a eu des trêves de guerre. C'est vrai. Donc ça a aussi amené, on pense à Invictus, où le sport a pu amener des bonnes choses pour un pays ou pour une nation, ou créer des liens entre les peuples. Ouais. Donc il y a vraiment je dirais le pire et le meilleur, mais c'est toujours dans quel extrême on navigue. Et, maintenant, par rapport à ce que tu disais il y a certains sports où ils vont jusqu'au bout, où ils risquent gros, comme le football américain, mais la réalité de ce que je vois, en tout cas, c'est que c'est la plupart des sports, en tout cas, la plupart des sports à haut niveau, c'est mauvais. Tu parles du football américain où il y a des chocs, le hockey c'est pas mieux, le ski, vous faites une erreur à ces vitesses-là, vous vous trouvez facilement paralysé. Dans toutes les éditions des Jeux Olympiques, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, dans quasi toutes les éditions, en tout cas toutes les dernières éditions dont j'ai été au courant, il y a eu des blessures graves ou des décès. On n'en parle pas ou on ne le sait pas forcément pendant la compétition sur la piste. Maintenant, on parle aussi peut-être gymnastique artistique, où on se dit qu'est-ce qui peut arriver, il n'y a pas de contact et tout, mais là, on parle de jeunes athlètes qui, depuis un très jeune âge, ont des heures et des heures d'entraînement, où ça pose problème sur la croissance des jeunes, avec les mouvements qui sont faits, et on retrouve des personnes adultes qui ont des graves problèmes de santé. Donc, dans la réalité du sportif, c'est des gens qui finalement sont des jeunes qui ont grandi avec une passion, avec un grand rêve, comme moi d'ailleurs, un grand rêve d'être comme ces athlètes, ou un grand rêve d'arriver aux Jeux, ou d'arriver à la Coupe du Monde de foot, et puis qui ont suivi ce rêve, et puis qui se sont fait embarquer peut-être dans un système qui est un système qui peut potentiellement les détruire. Et après, c'est vrai que du regard extérieur, on peut vite dire il a fait ci ou il a fait ça. J'ai une image en tête là maintenant, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une édition des Jeux Olympiques d'été. C'était dans l'escrime, et je crois que c'était une petite finale, donc la 3e, 4e place. Et la 4e, le concurrent qui est arrivé 4e est resté sur la piste des heures. Il ne voulait pas quitter la piste en protestation parce qu'il y avait eu peut-être quelque chose de pas très juste, ou en tout cas il protestait sur cette défaite. Et puis les spectateurs ont un peu tourné ça en ridicule, parce que c'était mais qu'est-ce qu'il fait là, il faut accepter la défaite. Et puis moi je voyais surtout quelqu'un en extrême souffrance d'avoir donné justement 4 ans de sa vie. Ça c'est 4 ans, c'est le minimum, mais en général pour arriver aux Jeux Olympiques c'est pas 4 ans, c'est 20 ans, 30 ans d'une vie de sacrifice, et puis on perd une médaille sur une fraction de seconde. Une médaille, peut-être pour quelqu'un, ça veut dire un peu de gloire, mais pour une autre, comme par exemple aux Paralympiques où j'ai rencontré un athlète africain, une médaille, ça veut dire la possibilité de vivre. Et de survivre même, parce qu'en étant handicapé dans certains pays d'Afrique, vous êtes mendiant. Et puis le sport, c'est la seule chose qui lui donne une source de revenus, ou une possibilité pour certains de sortir de leur pays. On a aussi, c'est encore d'actualité aujourd'hui, même à la dernière édition des Jeux, ça reste d'actualité, des athlètes qui
qui misent sur le sport pour avoir une chance de sortir de leur pays. Donc, on est sur des réalités, des fois, qui vont au-delà de ce qu'on peut voir sur les images de divertissement, justement. On est sur des réalités de vie, et puis chaque réalité est différente, chaque pays est différent, chaque sport est différent. Mais moi, ça me rappelle vraiment juste la dimension humaine qu'il y a derrière le numéro d'un sportif ou comme ça. Et que c'est toute une vie qui est investie pour ça. Et que les quelques secondes que cette personne sera à l'écran, en fait, c'est toute sa vie qui est représentée à ce moment-là. Et on met sa valeur là-dedans. Je trouve ça dingue. Mais moi, ça m'intéresserait aussi de savoir, petite parenthèse, peut-être ces derniers temps, on parle beaucoup dans les médias aussi de la position des femmes, de la pression qui est mise sur les femmes dans les milieux sportifs. Et c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion dernièrement dans mes études qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs d'élite qui étudient l'architecture à Brécourt. J'ai appris un pote, enfin bref, dans sa classe, il y a aussi un ancien joueur de tennis pro et qui du coup a environ 30 ans a commencé ses études et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Puis je discutais avec une amie qui faisait de l'aviron à haut niveau et elle me disait, mais en fait, c'était fou parce que mon corps, du coup, se transformait et puis avait plus de masse, plus de muscles, etc. Et en tant que femme, pour moi, c'était difficile de traverser cette réalité-là. Et puis, de dire aussi qu'à 2 kilos près, je vais aussi changer de catégorie, etc. Parce que je fais un poids différent. Du coup, c'est d'autres personnes équivalentes à moi auxquelles je devrais me confronter, etc. Enfin, je me demandais, toi, en tant que femme, tu as aussi dû vraiment te battre pour arriver dans l'équipe nationale de hockey. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ça en tant qu'aumônière aussi dans ton quotidien? Alors, c'est vrai que il y a plusieurs problématiques qui arrivent avec le sport, notamment au niveau du corps. Après, il y a des problématiques qui sont plus spécifiques aux femmes. Et c'est aussi pour ça qu'en tant qu'aumônière, femme, je suis plus accompagner des athlètes féminines. Parce qu'il y a aussi moins d'aumônières, en fait, il y a plus d'aumôniers que d'aumônières, donc je vais être plus spécifique pour les femmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent poser problème. Les problèmes alimentaires, ça se retrouve dans beaucoup de sports, notamment les sports avec catégorie de poids. Après, il y a aussi toutes les problématiques liées aux grossesses. On dit là aussi la différence, il y a des différences claires de corpulence. Une femme ne sera jamais aussi forte qu'un homme physiquement, mais il y a aussi le fait qu'un homme peut fonder une famille sans vraiment avoir d'impact sur sa carrière sportive. Une femme, si elle veut fonder une famille, ce sera peut-être un choix de terminer sa carrière ou pas. Mais c'est très, très difficile. Il y en a certaines qui arrivent, mais c'est quelque chose de très compliqué à gérer, justement. Donc, c'est un sacrifice supplémentaire que les femmes vivent, peut-être parfois, de renoncer à fonder une famille pour pouvoir continuer à haut niveau. Beaucoup de problématiques, notamment au niveau des règles aussi. Quand on fait du sport à haut niveau, les règles s'arrêtent. Mais le corps n'est pas une machine. Ça ne repart pas toujours comme on veut. Ou quand on veut, donc c'est quelque chose aussi qui est une réalité que peu de personnes savent, mais c'est toutes des réalités qui existent. La corpulence, c'est clair que moi, par exemple, en tant que femme, j'ai vécu quelque chose d'intéressant. Après, ça change aussi les mentalités par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est plus facile pour une femme d'attendre son homme, son copain ou son mari, parce qu'il y a cette notion, il part à l'armée, et puis moi je l'attends tranquillement à la maison jusqu'à ce qu'il revienne, et puis c'est tout à fait acceptable pour la société. Un homme qui attend sa femme, c'est plus compliqué. Et moi je l'ai vécu aussi quand je disais à des copains je vais m'entraîner, et puis je suis loin le soir, je suis loin 3-4 soirs par semaine, les week-ends je suis loin pour le match. Ils sont OK pour attendre peut-être 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois, je ne vais pas attendre tout le temps. Alors que ce n'est pas une question qui se poserait pour une femme, en fait, vis-à-vis d'un homme. Ah ouais, c'est normal, il a son match, il a son championnat, donc c'est normal qu'il fasse son sport et puis que je l'attende. L'inverse, c'est plus compliqué à vraiment être accepté.
Vous êtes des hommes, vous pouvez peut-être me dire comment vous percevez ça. Ouais, non, mais... Comment est-ce que... il y a plein de choses que tu parles que je ne savais pas forcément. Après, j'ai quand même gravité autour du milieu sportif pendant pas mal de temps. Soit quand je jouais moi-même à haut niveau, mais avant ça, j'ai fait sport-études, j'étais à l'Uni en sport, donc il y avait quand même pas mal de sportifs, autant hommes que femmes, enfin autant, la parité, pourcentage, je sais pas, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui jouaient. Et du coup, j'étais sensible à ces défis-là, sensible aussi à la perception. Il y a des choses que je savais pas dans ce que tu dis. L'idée de l'attente, par exemple, ça c'est quelque chose que j'avais jamais considéré, que j'avais jamais vu. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est plus difficile au niveau de l'apparence physique pour une femme, parce que le sport, pardon, ça va de toute façon te sculpter, ça va donner une direction. Enfin, tu disais un peu, quand plus jeune, j'étais grand, je vais faire du basket. Alors voilà, il y a un petit peu des premiers, on va dire, stéréotypes, mais ensuite, tu vas faire un sport avec le nombre d'entraînements, avec tout ça, ça va donner une direction un petit peu à ta forme de corps général. Et ça, je sais que souvent, c'était plus difficile pour les femmes que pour les hommes d'assumer ça. Que ce soit la natation où t'as des grandes épaules, enfin t'es solide au niveau des épaules, t'es carré, t'as des belles jambes. Et du coup, les femmes qui étaient là, je veux bien nager, tu vois, ça me dérange pas, mais est-ce que j'ai envie de devenir comme ça? Enfin, parce que quand je suis à la natation avec tout le monde, ça va. Mais quand après je dois chercher une robe de soirée ou quand on me regarde différemment et du coup ça c'était peut-être ce que j'avais beaucoup entendu. Moi je trouve fascinant peut-être. Il y a ce côté des sportifs, toi tu les accompagnes en tant qu'aumônière. Tu as du coup cette perspective et puis je pense que en tout cas moi je trouve que c'est bon que les gens puissent entendre cette perspective juste dans comment ils vont continuer à regarder, à voir, mais à réaliser aussi ce que tu disais, hein, c'est le côté humain des athlètes derrière leur performance, le numéro du dossard ou bien du maillot. Mais peut-être en terminant, comment est-ce qu'on peut participer, contribuer à notre échelle à un changement? Parce que je trouve que c'est quand même le monde du sport, autant c'est fascinant, autant ça brasse des milliards, autant on le suit comme on l'a vu d'une façon directe ou indirecte pour les grosses compétitions. Puis autant j'ai l'impression que on pourrait faire un meilleur job à aider les sportifs. À aider les sportifs à être équilibrés. On pourrait, nous, être plus équilibrés, puis aider les sportifs à être équilibrés. Simplement, tu disais dans l'église, pour ceux qui sont chrétiens, d'arrêter de dire c'est moins spirituel, de pratiquer son sport, ou ça fait de toi un chrétien de seconde classe. Mais comment est-ce qu'on peut aider aussi les sportifs, pas seulement là-dedans, mais je pense que on ne réalise pas toujours les sacrifices ce que ça représente quand il y a un sportif. Oui, tu disais avec raison, souvent c'est un rêve au départ, il poursuit son rêve, mais au bout d'un moment, ça a un prix de poursuivre son rêve. C'est des sacrifices, c'est des gens, et puis moi je vois des amis, c'est une petite anecdote, mais j'avais 18 ans, 17 ans, et je traînais avec des gens qui n'étaient pas tous sportifs, puis dans un milieu où il y avait aussi de la drogue et tout ça, puis il y avait des gens qui étaient là, ouais, mais toi Yves, tu devrais venir avec nous, essayer, et puis en fait, il y en a un là au milieu qui s'est tenu, puis il a dit, mais vous êtes débile ou quoi? Le gars, c'est un sportif, il y a des tests, il doit se tenir par rapport à ça. Laissez-le, en fait. Puis je me dis, des fois, on ne se rend pas compte quand on a des sportifs autour de nous, quand on côtoie des sportifs, des gens qui, 17, 18 ans, qui veulent poursuivre ce rêve, on n'est pas très soutenant, on n'est pas très aidant, on n'est pas très à comprendre leur dynamique, leur vie. Comment est-ce que tu pourrais donner peut-être des conseils, alors qu'on arrive gentiment au bout, par rapport à ces sacrifices, aux engagements liés au monde du sport? Et nous, on côtoie tous des gens soit des enfants qui ont un rêve de sport, soit des ados qui poursuivent ce rêve de sport, ou alors des jeunes des jeunes adultes qui sont encore en train de se dire. Et peut-être, si tu peux aussi dans ce temps-là, dans cette réponse-là, nous parler de l'après-sport, parce que le sport s'arrête assez vite quand même en termes d'âge par rapport à une carrière professionnelle classique. Comment est-ce que nous, on pourrait aider les sportifs à notre échelle, encore une fois? Je ne prétends pas que moi, je peux tout changer d'un système qui est bien plus large que moi. Alors, pour répondre à la question, paradoxalement, les sportifs sont très entourés. Ils sont entourés de beaucoup de spectateurs. Tout le monde commente justement sur ce qu'ils font, qui ils sont parfois, sur ce qu'ils voient. Et ils sont entourés d'un tas de personnes. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vécu aussi, mais ce que je vois encore aujourd'hui, c'est qu'ils sont très isolés. En fait. Ils souffrent d'isolement. Et les athlètes qui s'en sortent le mieux ou qui tiennent le plus à long terme et qui arrivent le mieux aussi dans l'après-carrière, c'est ceux qui se sont bien entourés. Je trouve
le plus grand cadeau qu'on peut faire pour un athlète, c'est d'être là, en fait, d'être présent. Eux ne le sont pas souvent. Ils sont en tournée, mais quand il y a une occasion d'être présent, alors soyons-le, ne serait-ce que pour des fois donner une petite attention qui rejoint justement l'être humain. Souvent, je pose la question, si tu rencontres Roger Federer, qu'est-ce que tu lui dis ? Et la plupart, ce qui nous viendrait tout de suite, c'est comment t'es un champion, bravo, félicitations, c'est génial ce que tu fais, comment t'arrives à rester à haut niveau, enfin, toutes des choses comme ça. Mais est-ce que quelqu'un va lui demander comment il va aujourd'hui, comment va son cœur, comment il se sent, comment va la santé, enfin, est-ce qu'on va aborder ces gens autrement que leur demandant leurs résultats sportifs? Parce que ça aussi, même au sein des familles, parce que c'est tellement important pour le jeune, son sport, on va lui demander qu'est-ce que tu as fait à ton dernier match, quand est ta prochaine compétition, et on reste toujours sur le niveau du sport. Mais on reste plus on ne s'intéresse plus à qui il est en tant qu'être humain, quelles sont tes autres passions, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse ensemble. Beaucoup de choses comme ça. Souvent aussi, on part du principe que ces sportifs sont calés. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Elle a aux Jeux Olympiques, alors elle est forte, elle sait se débrouiller, elle sait y faire. Elle a besoin de rien, elle a besoin de personne, quoi. Et souvent, on a cette idée, puisqu'ils sont au haut niveau, ce sont nos exemples, finalement. On n'a rien à leur apporter, en fait. Et en fait, la réalité, c'est que ces jeunes, moi, j'ai vu des jeunes aux Jeux Olympiques qui avaient 15, 16 ans, 17 ans. C'est des ados. Ils ont encore tout à apprendre et ils ont besoin de personnes autour d'eux, de personnes plus âgées, plus matures pour les guider, pour les accompagner. Ils se retrouvent devant les caméras et on voit une maturité exceptionnelle. C'est incroyable parce qu'ils savent bien parler. On se dit waouh, jamais on imagine qu'ils ont 16 ans. Mais ensuite, il y a des lacunes dans d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont... Ceci explique cela. qui n'ont souvent pas grandi avec leurs parents parce qu'ils ont été pris très tôt ailleurs. Et puis, ils ont des grosses lacunes. Ils sont handicapés, je dirais, dans d'autres domaines qui, pour nous, sont normaux. On a l'habitude, on a grandi avec, on a appris et eux, ils n'ont jamais pu apprendre, en fait. Donc, ils vont se retrouver bloqués sur certaines choses très faciles pour nous, qui est, par exemple, le courant de la vie. Et puis, et puis pour d'autres choses où nous, on aurait de la peine à faire, eux, ils sont calés. Donc, c'est vraiment les rejoindre dans... comment je peux te soutenir, t'aider, de les rejoindre sur le côté humain. Ce qu'on voit aussi, ce que j'encouragerais aussi pour les jeunes aussi, c'est qui ont des grands rêves, c'est aussi toujours les aider à rechercher du sens. Il y a des études qui ont montré qu'il y a une différence entre les athlètes. En fait, il y a une étude qui a été faite sur de nombreux athlètes et il y a 3 profils qui sont sortis de cette étude sur les athlètes. Il y a le profil de celui qui a l'état d'esprit basé principalement sur la performance. Un autre profil, c'était basé sur le sens. Et le dernier profil, c'était un mix des deux. Mais au travers de ces études, il a été conclu qu'en fait, les sportifs où l'état d'esprit est basé uniquement sur la performance sont ceux qui souffrent le plus au niveau de problèmes de santé mentale, en fait. Et c'est aussi ceux qui vont souffrir le plus ensuite à l'après-carrière. Parce que toute l'identité est mise dans les performances. Et tu disais avant, un jour on est le héros, le lendemain on est le zéro. Et comment on gère ça ? Et si l'état d'esprit est basé sur la performance, cette personne elle va être en euphorie et puis ensuite elle va être déprimée. Et ça donne des risques suicidaires énormes. Les athlètes sont des personnes à risque suicidaire, on n'y croirait pas, mais c'est la réalité. Et du coup, ce qu'on peut faire pour les aider, c'est aussi les jeunes, de toujours les encourager à aller rechercher cette quête de sens. Pourquoi tu fais ça ? Et au-delà des performances, rechercher le sens dans ce qu'ils font, en fait. Et puis, ça va les aider aussi dans les défaites, à gérer justement ces grandes défaites. Et de se dire, c'est pas grave, parce que ma motivation ou le sens pour lequel je fais, il est encore intact malgré
les résultats, que je gagne ou que je perde, le sens reste. Et ça me permet de continuer. Et finalement, ça devient que la défaite n'est plus une chute ou n'est plus quelque chose qu'il faut absolument éviter, mais ça devient une source de progression, en fait. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant et ça me fait ça me fait penser à une question que je voulais te poser avant déjà, qui était comment est-ce que tu suis les personnes qui doivent dealer avec la frustration, du coup, soit la frustration d'avoir perdu ou bien la frustration de plus avoir le corps pour arriver aux performances voulues ou comme ça. Et dans le sens que j'ai l'impression que nous aussi, à notre échelle de notre quotidien, on peut être confronté à ce genre de frustration, peut-être pas directement sur le côté sportif, mais peut-être que c'est notre capacité à se concentrer, peut-être que c'est notre capacité à sociabiliser avec les autres ou comme ça. On sera tous confrontés aussi avec la vieillesse. Ouais. On le voit assez. Non, je crois pas. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Je sais pas de quoi tu parles. Je dis toujours la vie de sportive, c'est la vie en condensé. C'est-à-dire que le sportif, il va devoir faire face à des choses en condensé, quoi. L'après-carrière, c'est tout de suite, c'est à entre 20 et 30 ans souvent, alors que normalement on a une vie pour s'y préparer. Et puis la dégénérescence du corps, là aussi. Ils le ressentent plus vite. Ils le ressentent plus vite. Et puis ils doivent y faire face plus tôt. Cette frustration, j'arrive plus à faire à 25 ans ce que je faisais à 19 ans. Nous, après dans la vie, c'est plus progressif. Mais on doit tous y faire face, cette frustration. Et puis pour moi, c'est vraiment la gestion, c'est des deuils en fait. Donc c'est le même principe que d'accompagner quelqu'un dans un deuil. Donc il y a une écoute, il y a une empathie, il y a une présence. Je pense que c'est le mot d'ordre en fait, c'est d'être présent pour les personnes et puis de pouvoir aussi revenir à c'est normal d'être humain. Et puis ça rejoint aussi ce que tu disais Yves par rapport à Jésus-Christ aussi. Il était sur terre, il avait un corps, il avait des moments où il devait manger, il avait des moments où il devait dormir. Et puis il avait certainement des moments où il était moins en forme parce que le corps c'est pas une machine. Et ça c'est quelque chose je dis souvent aux sportifs, le corps c'est pas une machine, on peut pas appuyer sur le bouton on/off comme ça. Même par rapport à ce que tu disais, je trouve un des éléments que tu donnais avant, la question du sens en fait, plutôt que d'être sur la performance. Quand il y a la frustration qui devient insoutenable, peut-être c'est de se demander, mais en fait c'est quoi le sens derrière ce que je suis en train de faire là? Parce que dans ce contexte-là, je peux peut-être voir, même si ça ne se passe pas comme j'aimerais, même si je peux quand même trouver des petites pépites, des petites perles, des petites pierres sur lesquelles que je pourrais utiliser pour construire, malgré un échec apparent, malgré quelque chose. Mais pour ça, il faut que je ne sois pas dans la performance. Parce que dans la performance, il n'y a que l'échec qui est visible. Mais si je réfléchis au sens, ça peut. C'est vraiment intéressant. Écoutez, je crois qu'on va gentiment clôturer. Ça va pour vous? Yes, tout bien. Tout bien. Sandrine, merci. On a appris que pendant un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, les filles ne faisaient pas du hockey sur glace. Ça me reste quand même, c'est fou cette histoire-là. Mais on a aussi, je te remercie d'avoir vraiment humanisé, rappelé l'humanité des sportifs qu'on voit, qu'on côtoie indirectement, qu'on adore ou au contraire qu'on déteste. Merci de nous avoir rappelé qu'il y a des êtres humains là derrière, de nous avoir parlé aussi du corps, de l'importance du corps. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a pu discuter sur cette place-là. Juste peut-être la petite correction pour les filles, ne faisaient pas du hockey sur glace, c'était petite. Petite. Il y avait pas adulte en fait. C'est ça. Elles avaient le droit à partir de 18 ans. Il n'y avait pas d'école de hockey, il n'y avait pas ces clubs pour les petits finalement, pour les enfants quoi. Merci en tout cas pour ça. Ceux qui nous ont écoutés, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de pouvoir prendre ce temps. On espère que vous allez aussi trouver des clés pour vous, que ce soit sur votre relation au corps, votre relation à des sportifs ou votre relation aux compétitions sportives. En tout cas, continuez à réfléchir sur tout ça, continuez à nous écrire aussi. Et Seb, je te laisse le mot de la fin. Merci vraiment Sandrine pour ce temps. Et moi, je te poserai juste la question peut-être avant de clore. Est-ce que tu as des ressources ou des livres ou des podcasts, des conférences à conseiller par rapport à ça? Alors, j'ai plein de ressources, mais c'est beaucoup en anglais, mais je pourrais en laisser quelques-unes si vous avez... Ok, trop bien. On les mettra en lien avec
l'envoi du podcast, que ce soit en commentaire sur Instagram ou bien par mail. Du coup, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, on se réjouit de la suite. À bientôt. À bientôt. Merci bien.